la métrique sur laquelle on évalue le succès d'un projet Ouais. va décider grandement du plaisir ou du manque de plaisir que tu vas avoir à jouer dans ce projet-là. On sent, tu sais, comme, c'est un petit peu le problème, comme, j'ai été en France une fois faire une conférence, puis la question que j'avais des personnes qui étaient à cette conférence-là, qu'après la conférence, je suis allé faire le meet and greet, là, et puis je parlais aux gens qui avaient assisté à la conférence, c'est combien d'employés que tu as? Pour eux autres, en France, c'était la métrique de succès, tu sais. Puis dans ce temps-là, je ne sais plus combien on avait comme 16. Puis, oui, OK, mais on s'en fout, là. C'est comme, après le fait que, tu sais, comme après j'ai vendu la compagnie, je suis tombé de 16 à 2, tu sais. Est-ce que moi, dans ma tête, j'ai eu moins de succès? Hein? Non. C'est juste que les choses que je faisais étaient complètement différentes. Et le type, ça c'est con parce que c'est quelque chose on le voit en France aussi, mais moi je le vois aussi au Québec. Puis ton type d'entreprise, en fait, va influencer largement le nombre d'employés que ça te prend pour être capable de runner cette entreprise-là. Oui. Tu as dit quoi qui était super pertinent? Ben, les revenus, c'est pas les profits. Non. Puis les profits, c'est pas nécessairement représentatif de la qualité du produit. Ouais. Fait que c'est quoi? Puis la qualité du produit n'est pas nécessairement représentative de sa pénétration dans le marché. Fait que c'est quoi que tu veux finalement? C'est exactement ça. Puis souvent, Puis le problème, c'est qu'on va mettre en avant souvent le chiffre qui va nous avantager le plus. Puis c'est correct, là. Moi, je le fais au niveau marketing, que comme tu sais, on a généré tant d'argent en revenus, etc. On mène. Dis-le donc, je pense que c'est 10 millions en combien de temps? Depuis qu'on a commencé, après 17 millions de ventes. OK, c'est bien. Mais là, ce qui est comique... Damn, he's rich! Oui, exactement. Le monde, vont penser ça, c'est comme « Holy shit! » c'est pas 17 millions dans tes poches. Entre le 17 millions, tu comprends? Puis quand tu ramènes ça sur une période de 10 ans, on va dire « OK, 1,7 million. » Ben oui, mais comme on a eu des années où on en a vendu beaucoup plus, il y a des années où, écoute, j'ai eu des années à 3 millions où on a dû réinvestir tout l'argent. C'était déficitaire. Tu avais 3 millions, mais t'es quand même pas déficitaire, mais on a réinvesti tout l'argent dans la croissance. OK? Fait que la structure, les employés, des nouveaux produits, des choses comme ça, où on se payait quasiment rien, tu sais. L'argent est venu par après avec la vente, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le profit. Et puis souvent, on va juste voir ce chiffre-là. T'sais. Et puis souvent, écoute, combien de compagnies, dans les dernières années, j'ai fait ça un petit peu à côté, on the side, d'aider à, je dis unfuck, là, mais comme d'aider à redresser des compagnies un petit peu plus en difficulté. Et puis, souvent des compagnies qui étaient comme à la deuxième pain zone, dans le début des premiers millions, là, qui avaient de la compagnie qui est justement beaucoup d'implication du fondateur dans la croissance de la compagnie. Quand c'est arrivé justement au niveau de scale, c'était justement d'amener les bonnes personnes, les bons systèmes, etc., mais qui n'ont pas réussi à le faire, puis la compagnie commençait à dégringoler un petit peu. Puis, dans le fond, c'est d'arriver là-dedans puis voir les chiffres de la compagnie. Fait que les gars, c'était là, puis c'était comme « Oh, je fais tant d'argent, whatever. » Ils pensaient que c'était des big shots, mais finalement, leur compagnie, là, c'était déficitaire. C'était des compagnies qui étaient zéro solides, tu sais. Fait que de faire comprendre à ces personnes-là que comme on s'en contre-fout combien d'argent que tu as généré en revenus, montre-moi comment est-ce que ta compagnie fonctionne à l'intérieur, puis là, on va commencer à regarder comment est-ce qu'on peut la mettre, avoir une belle croissance, si tu veux. Ouais. Puis, il y a des compagnies pour lesquelles ça fonctionne. Il y a des compagnies pour lesquelles le fondateur veut rien laisser. L'ego est là et je veux rien entendre. Et puis, ça marche pas. Puis, dans tous les cas, j'ai jamais eu tort dans mon diagnostic. C'est comme, mais c'est parce que c'est facile. Tu peux le dire comme je peux te dire que ta compagnie, si elle va fonctionner ou elle va pas fonctionner, parce que c'est toi le seul problème de ta compagnie. Tu sais? Fait que te dis pas que tu veux scaler une compagnie à 10 millions en l'opérant de la façon dans laquelle tu es en train de l'opérer. Ça marchera juste pas, point. Et puis, c'est l'ego est le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Là-dessus.
On pourrait en parler, tu sais, beaucoup. Mais ça attire un type de personnes qui sont susceptibles d'avoir ce genre de problème-là en lien avec l'ego aussi. Là. Ah ouais, puis faut arrêter la bullshit. C'est un petit peu comme, tu sais, Matt puis moi, on parlait beaucoup. Ce qui nous Quand c'est vraiment... pas ton premier rodéo, tu as un petit peu plus de perspective sur ce qui se passe réellement, tu sais. Puis c'est ça qui nous a motivés vraiment à lancer le podcast des instigateurs. Ça a été, fuck, il y a tellement de fausses informations ou qu'on appelle les dick pic business, là, comme Mathieu dit, là, c'est comme... What? Tu vas juste... Ben, tu sais, les dick pics, là, tu sais, tu vas... Tu sais, hey, je vais te montrer mon pénis, là, tu sais, mais c'est juste ça que je vais te montrer, là, tu sais. Fait que je te montre, tu sais, je te déballe ça juste là, puis je te montre, moi, j'ai fait comme tant d'argent, ou telle personne... on voit ça beaucoup dans le coaching. Tel client a eu tant de résultats. Ouais, ben il y en a eu une unicorn pour 100 clients. Là, fait que c'est 1% de la clientèle qui a eu tel type de résultat. Mais il faut comprendre que oui, il faut montrer des histoires à succès pour son marketing puis pour vendre. Mais des fois, il ne faut pas penser que c'est la réalité de ta business. Il y en a beaucoup, je pense, qui c'est comme moi, j'ai réussi à faire ça avec lui, je suis capable de faire ça avec tout le monde. T'sais. Voilà, c'est pas de même. Puis ça ne veut pas dire que tu as même chose en business, que tu as monté une telle business d'une telle façon, que tu vas faire exactement la même chose dans une autre business. Il faut. En tout cas. Mais ça vient avec le marketing, avec les réseaux sociaux maintenant où c'est beaucoup plus présent. Puis que le fait que l'entrepreneuriat est le cool thing, c'est ça. Je pense que, parce qu'on parlait des métriques. À la base, sur lesquels les gens vont flasher leur dick pic, mais c'est une métrique en fait. Leur business, ouais. T'as le nombre d'employés, t'as le chiffre d'affaires, t'as même les profits ou peu importe. Et je pense que en tout cas, corrige-moi si je me trompe, parce que je n'ai jamais passé par ce processus-là, mais je pense que le processus de vendre... jamais envoyé dick pic, non? De vendre on salue tout le... Non. Salut. Le processus de vendre une entreprise, c'est le test ultime, à savoir, OK, enlève l'ego d'équation. Ouais. Qu'est-ce que le marché pense de ce que tu as monté? Puis qu'est-ce que ça vaut, ça? Parce que tu as des entreprises qui ont plein d'employés que tu es capable de vendre parce qu'ils valent rien. Tu as des entreprises qui font du profit que tu es capable de vendre parce que surtout que tu t'en vas, l'entreprise ne fait plus de profit. Oui. Fait la valeur que tu crées à travers tes différents... Puis je pense que la façon de créer le plus de valeur, c'est un petit peu à travers qu'est-ce que tu enseignes, c'est de créer des processus qui sont drivés par une vision et de mettre les bonnes personnes en place. C'est comme ça que tu vas créer de la valeur, que tu vas être ensuite de ça capable de tu vas être évalué. Il y a un excellent livre anglophone qui s'appelle Build to Sell, qui parle justement de ça. Puis ça parle d'une agence marketing. Et justement, le gars de l'agence, il veut vendre son agence, puis il travaille avec un consultant, puis le consultant lui dit « Elle n'est pas vendable, ton entreprise. » Pourquoi? Parce qu'ils font un petit peu de tout, puis c'est très, très, très basé sur le fait qu'ils ont quelques gros clients avec beaucoup de petits clients, puis basé sur l'intervention du fondateur. Et lui apprend justement à monter un procédé, des procédés, à monter des façons de faire, d'avoir des meilleures personnes dans son équipe. C'est une novel, un roman, je sais pas comment dire, business novel, comme on dit en anglais, mais c'est une histoire, dans le fond, c'est fictif, mais c'est justement pour te montrer qu'est-ce que ça prend pour vendre une business. Fait que ça, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Fait que le fait que tu fais beaucoup d'argent ne veut pas dire que ta business vaut nécessairement ça. Je le vois beaucoup, moi, dans le milieu des suppléments. J'ai une compagnie que je connais très bien, où je connais très bien le fondateur. C'est une compagnie qui est ultra successful. Ils ont fait jusqu'à, je ne sais plus comment c'est, 320 millions, je crois, de chiffre d'affaires annuel. Ils ont essayé de vendre l'année dernière. Et le marché leur a dit, ta compagnie ne vaut pas, même pas un tiers de ce que tu penses qu'elle vaut. Pourquoi? Parce que lui, il l'a monté avec des stratégies marketing ultra agressives, borderline, tu sais, comme très gray zone aussi. Fait que, puis une compagnie de suppléments. Là. Puis nous, on le voyait bien, là, puis beaucoup d'email marketing, des choses comme ça, beaucoup de pression de vente, puis on voit ça, c'est comme, ouais, OK, bon, ben, qu'est-ce que la durée de vie de ça? Puis là, ils veulent vendre, puis ils se rendent compte que ça ne se passera pas aussi facilement qu'on veut. Là. Ouais. Et là, ils sont en train de tout refaire au complet, à la grandeur, leur marketing pour pouvoir vendre. Mais qu'est-ce que ça va faire?
du marketing qui ne va pas nécessairement refléter la croissance de l'entreprise. Donc, pas le même marketing qu'ils ont utilisé pour monter cette entreprise-là à 320 millions. Ils le remettent juste compliant, si tu veux, avec les règles. La compagnie, elle va valoir quoi? Probablement moins de 100 millions. Là, tu sais. Fait que, encore une fois, tout est relatif à travers du contexte. Le contexte, le fait qu'il a utilisé un certain type de marketing, qui n'est pas nécessairement un type de marketing que moi, j'aurais utilisé pour monter mon entreprise. C'est bien, il a fait du cash en masse, là, mais dans le but de vendre, c'était pas ça. Là. Ouais. C'est ultra tactique. Encore une fois, ça revient tout le temps aux objectifs. Comme la valorisation de ton entreprise, c'est une autre des métriques que tu peux utiliser pour être capable d'envoyer ta dick pic d'entreprise. Ma business vaut X. Oui. Puis à la fin de la journée, il y a aussi l'autre aspect qui est l'aspect humain, qui est c'est quoi ta vie quand tu opères cette business-là? Est-ce que tu es 80 heures semaine, tout le temps dans une situation de crise? Ça ressemble à quoi la réalité de ton entreprise? Versus, peut-être que ton entreprise ne vaut pas grand-chose, mais en même temps, tu peux voyager, tu peux être peinard, tu travailles quand tu veux. Fait que tu as différents business models et quand les gens parlent d'entrepreneuriat puis justement veulent flasher, ils name drop des métriques qui ont de l'air impressionnantes, faut faire attention à ça pour ne pas justement être faussement impressionné par quelque chose que ce gars-là, peut-être que sa vie est absolument misérable. Ouais. Mais que la seule chose qui fait en sorte qu'il se valorise, c'est à travers cette métrique-là qu'il a été capable d'optimiser à travers le temps. Mais t'en as plein comme ça. Puis c'est beaucoup, beaucoup de gars comme ça. Parce que l'ego le tiennent comme... Ils ont une certaine image dans la marketplace. Ils ont une certaine réputation qu'ils doivent tenir. Alors, tout ce qu'ils veulent, là, c'était de... Tu connais Daniel Laporte? Daniel Laporte. C'est une anglophone, mais elle est online coach. Un petit peu le Marie Forleo. En tout cas, elle a différentes choses, là. Mais même type, une entreprise justement qui génère, je ne sais plus comment est-ce qu'elle a fait, 4 millions et quelques il y a 3 ans. Là. Mais j'étais au Archangel Summit à Toronto, je ne sais pas si tu connais, il y a 2 ans, puis elle parlait justement, puis sa conférence s'appelait What the fuck. Puis elle parlait justement du fait qu'elle avait fait comme 4 millions de dollars, puis elle se rendait compte que comme tu as dit, je travaille 80 heures, que ça avait complètement dégradé sa qualité de vie. Puis à la fin, elle dit All I want to do is wait for my kid and make him a sandwich at 3 p.m. when he gets out of school. C'est ça sa motivation de business. Puis elle a été tellement suckée in dans le fait de comme plus d'argent, plus, tu sais, comme. Puis ma réputation, c'est ça, tu sais. Puis elle a été honnête avec elle-même, puis elle a dit moi, c'est pas ça que je veux pour ma business. Moi, c'est une lifestyle entrepreneur, puis c'est fine d'être un assume-les. Il n'y a pas de right or wrong. Mais on se met trop de pression par rapport à ce que les autres vont penser parce qu'on ne fait pas tant d'argent ou on n'exploite pas la business au potentiel à laquelle il pourrait être. Ouais. On s'en sac. Ça, c'est quelque chose que je me fais reprocher quand même par d'autres personnes dans l'industrie, à savoir comme... Il y a des gens en Europe qui me disent « Ah, regarde, telle personne a fait tant, tu pourrais faire la même chose. » Il y en a d'autres qui me disent hey, « Pourquoi tu t'en vas pas au niveau anglophone, tu pourrais faire tant. » Puis moi, à la fin de la journée, c'est pas ça nécessairement qui va me faire en sorte que tu finis ta journée, tu dis « Ça, c'était une bonne journée. » Je sens que j'ai vraiment... J'ai aimé ce que j'ai fait, puis ce que j'ai fait, ça a eu une bonne contribution. Je pense que, ultimement, ce que tu recherches en tant qu'entrepreneur, c'est le sentiment de meaning, que ta vie a un sens, que t'aimes... L'accomplissement, ce qu'on appelle en anglais le fulfillment. Ouais, exactement. Qui est la recherche ultime de ce que tu veux, tu sais. On veut tous on veut la liberté. On veut la liberté de temps, financière et création, mais ce qu'on recherche tous, c'est le fulfillment. Ouais. C'est l'accomplissement de certaines choses. Puis que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié ou peu importe ce que ta situation, est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Si oui, tu gagnes. Point. Parce que quand tu es épanoui dans ce que tu fais, tu crées de la valeur. Peut-être pas nécessairement à grande échelle, tu n'es peut-être pas nécessairement le Elon Musk, mais quand tu es épanoui et tu fais ce que tu fais bien, tu crées de la valeur, nécessairement. Donc, si tu es entrepreneur et tu crées de la valeur, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes. Parce que c'est ça le but d'une entreprise.
c'est d'aider d'avoir une réponse, d'avoir une solution créative à un problème que les êtres humains ont. Point. Tu as du fun à le faire, tu le feras bien. Point. C'est tout. Il ne faut pas aller plus loin que ça. On fait nos propres définitions du succès. La définition du succès, c'est chacun de se la définir et de vivre pleinement en alignement avec ça. Puis quand on le fait, on n'a jamais tort.